Voilà, bonjour à tous. Donc moi je suis Élise Desfossés de l'association Claire Réseau pour la transition énergétique et avec Claire Bally de Solibri on co-anime le rappel et donc vous la verrez tout à l'heure apparaître pour la partie questions. Nous enregistrons ce webinaire, donc sachez que si vos collègues ou même vous, si vous souhaitez revoir cette réunion à distance, ce sera possible. On va essayer de le mettre en ligne dans les jours qui viennent, si tout se passe bien techniquement. Donc je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation pour le 20e webinaire du rappel qu'on a souhaité aujourd'hui consacrer à la médiation locataire-bailleur. Donc le rappel, le réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement, donc près de 1000 membres. Et donc on trouve que ces webinaires, c'est intéressant au sens où vous êtes chacun un peu partout en France et vous pouvez tous accéder à cette information. Euh, Moi, ce qui m'a semblé intéressant de choisir le sujet médiation, c'est qu'en fait, à la journée du rappel qui était organisée là en novembre, l'après-midi était consacré à 4 ateliers sur les métiers autour de la précarité énergétique. Et notamment, moi, j'animais l'atelier sur le métier en lien avec la médiation bailleur-locataire. D'ailleurs, je vois dans les inscrits quelques noms que je reconnais qui étaient présents à l'atelier, donc je pense que les échanges risquent d'être intéressants. Euh, Vous pouvez retrouver sur le site du rappel le compte-rendu de cette journée nationale d'études du rappel et notamment le compte-rendu de l'atelier médiation locataire-bailleur si vous souhaitez en complément. On avait parlé aussi d'une formation qui aura lieu en janvier dans le Morbihan. Je vous en parlerai à la fin, plus en conclusion. Mais je vois que Bénédicte Garçon est aussi là parmi nous. Donc voilà, on reviendra là-dessus, je pense, après ta présentation, Mélanie. Euh, alors Mélanie, donc je vais te laisser la parole. Juste pour information à tous, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Conversation. Donc ce que je te propose, Mélanie, c'est de dérouler ta présentation pendant la demi-heure qui t'est consacrée, sans te préoccuper des questions qui arrivent. Donc Claire et moi, on centralisera les questions et on te posera, on te relaiera en fait ces questions dans la deuxième partie, la deuxième demi-heure. Euh, voilà, en essayant de donner la parole enfin pas donner la parole, mais de reprendre les questions de chacun. Espérons qu'on aura tout à fait le temps. Si jamais il y avait un problème technique, on ne sait jamais, on peut chacun tous se faire déconnecter. Ce sont des choses qui arrivent. Et ben pas de panique, on essaiera de régler ça. Voilà. Et Mélanie, même pour toi, hein, si y a un problème, pas de problème, tu te déconnectes, tu te reconnectes. On t'attendra sans problème. Eh bien, je pense que j'ai assez parlé. Je peux te laisser la parole et je te dis à tout à l'heure. Merci. Merci Elise. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mélanie Damien, je suis médiatrice énergétique dans une association qui s'appelle Le Graal, donc qui est située sur Lille et qui intervient sur l'accès au logement, le droit au logement pour tous, avec un service social et également un service de rénovation énergétique de l'habitat. Donc aujourd'hui, on va parler de la médiation précarité énergétique entre locataires et propriétaires bailleurs, qui est une expérimentation qui a été menée depuis 2 ans maintenant, donc sur le territoire. Et quand on parle de Lille, on parle aussi des communes d'Hélène et de Lomme, qui sont deux communes associées et qui ont bénéficié également de l'expérimentation. Donc pour structurer un petit peu ma présentation, je vous propose dans un premier temps une présentation du dispositif dans ses grandes lignes. Alors, Ensuite, Mélanie, excuse-moi, je me permets de t'interrompre parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui t'entendent pas assez bien. Est-ce que tu peux essayer soit de parler plus fort ou de te rapprocher, je sais pas exactement, mais apparemment, ils sont plusieurs à pas bien t'entendre. Donc, avant que tu commences, j'aime autant qu'on teste le son pour être pas sûr. poser la question si vous m'entendez tous bien. Moi, je t'entends bien, mais apparemment, il y en a beaucoup qui t'entendent pas assez. Donc, n'hésite pas à parler fort.
Je vous avoue, pour Comme pas si on faillir à était la dans une tradition, il grande pleut salle. aujourd'hui. On a en plus Merci du bruit sur beaucoup. les fenêtres à cause de la pluie, donc j'espère que ça va aller. Est-ce que ça va mieux là au niveau du son pour vous? On continue. Ça a l'air d'aller mieux. Ok, super. Donc au Ok, niveau de la ça va mieux, présentation, le super. deuxième point sera consacré vraiment à la méthodologie d'action qu'on a mis en place sur ce projet qui a évolué hein, forcément au cours de ces 2 ans et qui aujourd'hui, on peut dire éprouvé et validé. Ensuite, on verra des éléments de bilan 2016-2017, mais plutôt 2016, parce que forcément, voilà, les dossiers qui ont été engagés en 2016 se clôturent. On a une vision assez claire des dossiers qui ont été accompagnés et ceux qui sont sortis en projet de travaux, alors que pour 2017, vous vous en doutez, on a encore beaucoup de dossiers qui sont en cours d'accompagnement. Ensuite, on verra un retour d'expérience avec un focus sur les leviers, qu'est-ce qui va vraiment permettre de faire levier pour la réalisation de travaux, et puis la présentation de 2 cas concrets, des cas assez différents et assez représentatifs de ce qu'on a sur la métropole. Le cas d'une étudiante dans un logement appartement T2 et le cas d'une famille monoparentale là dans une maison. Et on terminera par les perspectives puisque l'expérimentation se termine là au 31 décembre 2017. Voilà. Hop, pour la suite. Donc, dans ces grandes lignes, le projet a été lancé suite à une réflexion entre la ville de Lille, l'association Graal, également la Fondation Abbé Pierre et le département du Nord, qui partait d'un constat assez alarmant, à savoir que sur la ville, 26% des logements du territoire sont occupés par des ménages en précarité énergétique. Pour vous donner une idée, à l'échelle de la métropole, on est sur 18% de ménages en précarité énergétique. Donc on est bien au-dessus quand même sur la ville de Lille. Et parmi ces 26% de ménages en précarité énergétique, 75% sont des locataires du parc privé. Donc vraiment un besoin de cibler particulièrement l'action sur les locataires du parc privé. L'idée était de pouvoir s'appuyer sur le dispositif SLIM, puisque voilà, il est prouvé aussi sur l'aspect repérage des ménages, visite à domicile. Donc ça, on reste assez similaire à la méthodologie du SLIM au départ. Et ensuite, on y a ajouté tout le volet en fait vraiment de médiation aux travaux avec les propriétaires bailleurs, ce qui donne une continuité à l'issue de la première visite. Donc au niveau des objectifs 2016, pour vous donner une idée, on était parti des objectifs assez ambitieux, à savoir 100 visites avec un diagnostic socio-technique. Et sur ces 100 visites, on espérait pouvoir sortir 30 dossiers avec des travaux d'amélioration énergétique. On verra après le réaliser. Pour la suite, voilà donc un peu les grandes lignes. Donc au démarrage du dispositif, on a forcément sensibilisé tous les acteurs, hein, parce qu'on est bien sur une action qui est transversale entre tous les services, et ça je ne l'ai pas dit, mais qui maille à la fois l'aspect social et l'aspect technique. Donc on y a associé tous les acteurs sur ces 2 volets. Les donneurs d'alerte sont nombreux, enfin, principalement le service communal d'hygiène et de salubrité, via les inspecteurs de salubrité qui sont sollicités pour des problèmes de logement et qui vont donc se rendre à domicile, qui vont rencontrer les locataires, les propriétaires et qui vont déjà aussi engager des choses avec les propriétaires. Donc eux sont en grande majorité à l'origine des repérages des situations de précarité énergétique. On a aussi associé donc les centres communaux d'action sociale, les mairies de quartier, toutes les associations qui sont de près ou de loin en contact avec des personnes en précarité énergétique, les services sociaux du département. On a la chance d'avoir sur le département du Nord un dispositif qui s'appelle Nord Énergie Solidarité et qui permet de financer notamment des travaux d'amélioration énergétique pour les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, également pour les locataires sur des petits travaux qui leur incombent. Donc Nord Énergie Solidarité a été aussi une source de repérage pour le dispositif. Et sur la deuxième année, donc en 2017, on a également lancé une campagne d'information pour le grand public, donc avec la fiche que vous voyez ici, qui permet en fait à n'importe quel ménage qui n'est pas forcément en contact avec ces acteurs de terrain de signaler eux-mêmes leur situation auprès de la maison de l'habitat durable. Alors là aussi, c'est une chance où sur la métropole européenne de Lille, on a un outil qui est la maison de l'habitat durable, qui est un guichet unique
et qui permet à tout à chacun d'avoir en direct des interlocuteurs spécialisés sur la question. Donc, ces donneurs d'alerte repèrent les situations via la petite fiche navette que vous avez ici, qui existait déjà auparavant, hein, qui servait surtout pour les situations d'habitat indigne, indécence, insalubrité, et on y a rajouté en fait une petite case à cocher qui permet aux donneurs d'alerte de repérer en plus une situation de précarité énergétique. Donc, ils peuvent faire le double signalement ou alors uniquement orienté vers la médiation. Ensuite, c'est la maison de l'habitat durable qui analyse les situations et lorsqu'elle juge que c'est une médiation qui peut être judicieuse, elle nous oriente les situations. Donc, sur la méthodologie d'action, nous, quand une situation nous est orientée, la première étape, on a essayé de décomposer là, les 6 étapes vraiment de la démarche. Et en parallèle, je vous ai mis plus ou moins le temps estimé. Alors, à prendre avec beaucoup de mesures parce que forcément, vous en doutez, chaque dossier est très différent et la temporalité aussi varie en fonction de la complexité et aussi de l'issue, s'il va y avoir des travaux ou pas, en fonction de l'ampleur aussi des travaux. Donc, ces données-là, elles sont indicatives, mais c'est vrai qu'elles peuvent être intéressantes quand même à mettre en perspective. Donc la première étape, c'est l'étape de prise de contact. On va avoir, si c'est un travailleur social notamment qui nous a orienté la situation, on va prendre contact avec eux. Les inspecteurs de salubrité, on a l'avantage d'avoir tous les éléments de leur base de données entre les mains, donc on les contacte s'il y a nécessité, mais pas forcément. Pour prendre donc un maximum d'informations, on analyse, on recoupe les éléments et ensuite on contacte le locataire. Le premier contact se fait par téléphone, l'objectif étant de leur exposer la démarche et de pouvoir obtenir un rendez-vous à domicile pour pouvoir faire vraiment la deuxième étape, c'est-à-dire le diagnostic socio-technique. Donc, le diagnostic socio-technique, c'est minimum 1h30 à 2h. Alors après, ça peut être en 2 étapes, hein, parce qu'il y a des locataires qu'on sent moins attentifs, et même nous, au niveau d'1 heure. Donc ça, c'est aussi assez variable. Mais globalement, c'est assez long parce que on prend vraiment le temps lors du diagnostic socio-technique d'échanger avec le locataire sur son mode d'habiter, de comprendre comment il fonctionne dans son logement, quelles sont ses habitudes, d'écouter son ressenti par rapport aux problématiques qui ont été mis à l'origine de l'orientation. Donc, c'est souvent des problèmes d'humidité dans le logement, d'inconfort, de problèmes de facture, d'impayés, etc. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Et après, lors du diagnostic, on va vraiment creuser pourquoi. On fait un diagnostic vraiment technique, donc on fait le tour du logement et en parallèle de ce qu'on repère, on essaye aussi d'expliquer aux locataires ce qui provoque l'humidité, ce qui provoque les désagréments et on est déjà aussi dans le conseil. Donc c'est un diagnostic, mais c'est aussi une visite de conseil sur les éco-gestes, sur la façon dont eux vont pouvoir aussi essayer de limiter un peu la casse. Et puis, il y a toute la partie étude de facture, il y a également toute la partie orientation vers les dispositifs sociaux si nécessaire. Enfin, c'est souvent des fois même un préalable. Et puis, on commence déjà aussi à élaborer un peu les propositions de travaux qui pourraient être faites aux propriétaires. Donc, c'est vrai que c'est assez dense. Et là, on s'adapte à la locataire qu'on a en face de nous, au logement et genre, je ne l'ai pas dit également, lors du diagnostic socio-technique, il y a un kit énergétique qui est proposé et qui est installé. Donc, d'où cette étape qui est quand même assez longue. Ensuite, donc de retour au bureau, on va avoir l'analyse de la situation, qui est donc déjà une saisie des données, et puis après, on va recouper un petit peu toutes les informations pour obtenir à la fois les préconisations sociales et orientations si nécessaire, et des préconisations techniques qui nous permettent d'aboutir à un projet de travaux. Alors, on nous demande souvent qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir prêt dans l'analyse pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est le contact avec le bailleur. Alors déjà, forcément, lors du diagnostic, on pose la question au locataire, on y va avec son accord. Et là, moi, alors s'il y a le service d'hygiène qui est en parallèle dans la démarche, ce qui est important, c'est de pouvoir attendre que le propriétaire reçoive le courrier du service d'hygiène. Parce qu'on est sur 2 démarches, une coercitive avec le service d'hygiène et nous qui sommes plus dans la médiation et dans l'incitatif. Donc c'est important que déjà, si va y avoir un courrier du service d'hygiène, on attend que le propriétaire l'ait reçu, les digérer entre guillemets, parce que c'est jamais une bonne nouvelle pour eux. Et ensuite, on vient donc contacter le propriétaire pour essayer de lui proposer des solutions. Une fois que le constat, dans le courrier du service d'hygiène, il y a vraiment le détail des manquements et des rappels à la décence notamment.
ce qui nous permet après, nous, d'aller plus loin et de dire, vous allez devoir faire des travaux, autant essayer de les faire bien et d'améliorer en plus le logement au niveau énergétique. Donc ça, c'est un préalable pour nous avant de contacter le bailleur. Si y a le service d'hygiène, on attend que le courrier soit envoyé, soit reçu, et une petite dizaine de jours pour le temps qu'il digère un petit peu les choses. Ensuite, ce qui est important aussi avant de passer à l'étape du bailleur, moi, avec le locataire, j'essaie vraiment aussi de travailler avec eux sur les points qui relèvent de sa responsabilité en tant que locataire pour que il ait fait entre guillemets son travail. S'il y a des impayés de loyer, on va déjà attendre qu'il y ait des démarches qui soient faites à ce niveau-là pour essayer de résoudre l'impayé de loyer. S'il y a des problèmes d'entretien locatif ou une assurance logement qui n'a pas été souscrite, une entretien de chaudière qui n'a pas été faite, j'incite vraiment les locataires et je leur demande de le faire avant qu'on contacte le bailleur, de façon aussi à montrer que le bailleur le locataire est partie prenante dans la démarche et qu'on va pouvoir travailler ensemble. Ensuite, donc la partie médiation bailleur, là le premier contact se fait souvent par téléphone quand on a les coordonnées du bailleur, parce que parfois il y a une agence immobilière et on n'a pas toujours les coordonnées du bailleur, on est obligé de passer par l'agence immobilière, ce qui rajoute un intermédiaire et qui n'est pas forcément le plus évident. Le premier contact se fait par téléphone et là, c'est de l'ajustement. C'est essayer de faire comprendre au bailleur qu'il y a une réelle problématique, que ce n'est pas le locataire qui se plaint sans raison. Si c'est possible, on essaye d'obtenir du bailleur une visite au domicile avec le locataire pour qu'on puisse constater les choses et puis échanger en direct et se rencontrer. C'est pas toujours possible, soit parce qu'ils veulent pas prendre le temps, soit parce qu'ils sont pas sur place. Donc c'est essayer de faire un constat. Parfois il y a un envoi de photos aussi pour bien montrer de quoi il s'agit. Et puis après, très vite, c'est proposer le projet travaux. Un projet de travaux qui soit réaliste et qui soit vraiment pertinent pour le logement. Et puis là, on échange, puisqu'il n'y a pas toujours on n'est pas toujours d'accord sur les travaux engagés, mais globalement, voilà, l'étape vraiment clé, c'est de se dire, on a le projet de travaux et le bailleur, il accepte ou il n'accepte pas, il y a des ajustements. Et si possible, à l'issue de ce premier contact, il y a soit une visite à domicile, soit une étape de je vais faire des devis pour voir combien ça peut coûter. Si le bailleur a fait des devis et accepte de s'engager dans la démarche, donc c'est l'étape de suivi du projet, où on va nous aussi avoir des échanges avec l'entreprise pour peut-être réajuster les devis, faire des demandes de financement avec le bailleur s'il peut en bénéficier. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi à l'étape médiation travaux et avant de contacter le bailleur, c'est qu'on vérifie aussi l'éligibilité aux éventuelles aides financières, qui va être forcément aussi un argument. On va leur proposer un projet de travaux et en plus avec une ingénierie derrière financière pour leur permettre de le réaliser. Donc au niveau du suivi du projet, là aussi c'est de l'ajustement et ça dépend de la mobilisation du bailleur, de ses connaissances techniques, jusqu'où on va, mais ça peut aller jusqu'à des échanges avec l'entreprise sur le devis, sur l'organisation du chantier aussi avec le locataire. Voilà, là c'est assez différent d'un projet à l'autre. Et après la coordination du chantier. On verra après dans les exemples, ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous. J'imagine que vous me poserez des questions après. Alors, sur les chiffres 2016, pour vous donner un peu une idée. Donc, on avait un objectif, je vous ai dit tout à l'heure, de 100 diagnostics sociotechniques. Là, sur l'année 2016, on a 93 locataires qui nous ont été orientés, donc un petit peu moins que ce qu'on avait espéré. Et donc un diagnostic sociotechnique avec 91 dossiers. On ne perd pas énormément entre guillemets, de personnes à cette étape-là. Globalement, les locataires sont assez partants pour qu'une visite à domicile soit organisée et qu'il y ait un conseil lors de cette visite. Ensuite, on passe à l'étape médiation. Donc là, la principale source de dossiers sans suite à cette étape-là, c'est l'absence d'adhésion du bailleur. Un bailleur qui ne réagit pas, qui ne donne pas suite à nos sollicitations, et donc du coup qui ne permet pas d'engager quelques négociations que ce soit. Et ensuite, donc dans les 64 médiations, 40 ont pu aboutir sur un projet de travaux. On avait un objectif de 30, donc on est un petit peu au-dessus, avec des projets de travaux qui sont différents aussi en fonction de l'ampleur du projet. Pour vous donner une idée, sur 2016, je pense qu'on était sur des petits projets de travaux à autour de entre 3 000 et 4 000 euros. Donc c'est
avec de la ventilation, du chauffage, un petit peu d'isolation et un peu de menuiserie. Sur 2017, on a eu des projets un petit peu plus avec des budgets plus importants et un peu plus ambitieux, mais sur 2016, c'était surtout ça. Voilà pour les chiffres. Alors, au niveau des éléments de bilan, on a eu la chance aussi d'avoir une étude qui a été menée par des étudiants en urbanisme qui ont interrogé à la fois les locataires et les propriétaires qui ont bénéficié de ce dispositif. Alors, ce qui est intéressant de regarder dans l'étude qui a été menée, c'est les arguments incitatifs qui ont été entendus par le bailleur. Donc, vous vous en doutez, le premier qui est en tête de liste, ce sont les aides financières. Et en même temps, donc à 57%, ils considèrent que c'est ce qui les a permis de se décider. Et en même temps, tout à l'heure, je vous disais, sur les 40 projets travaux, on n'a pas 40 projets travaux qui ont été financés. La majorité de ces projets-là ont été réalisés par des financements propres du bailleur, sans qu'il y ait de demande financière qui soit faite. Du coup, je pense que cet argument-là, il est surtout dans la première approche. C'est qu'on leur propose et on leur demande de faire des travaux finalement qu'ils ne sont pas obligés de faire, avec éventuellement des arguments financiers, en exposant toutes les conditions. Et puis, bon, bah, si c'est de la ventilation ou des radiateurs, si le propriétaire, par exemple, est en capacité de le faire lui-même, il va préférer le faire lui-même en ayant les conseils techniques suite à la médiation. Donc ça, c'est un argument, mais effectivement, ce n'est pas la majorité des projets qui sont réalisés avec des aides financières. Ensuite, dans les arguments, ce qui arrive à la suite, c'est les conseils techniques apportés, l'accompagnement renforcé qui est proposé dans le cadre de la médiation, avec les demandes de financement, éventuellement l'appui pour la recherche d'artisans et d'entreprises, les arguments de la médiation, et aussi l'implication du locataire dans la démarche, qui paraissait importante. Sur l'aspect locataire, à l'issue de la médiation, on se rend compte qu'il y a 72% des ménages qui ont changé leurs habitudes. Et ça, c'est vrai que c'est important de le montrer aussi, puisqu'il y a des dossiers qui ne vont pas forcément vers les travaux, où la médiation s'arrête à une tentative de contact avec le bailleur qui échoue. Et donc, nous, on continue quand même d'accompagner le locataire dans tout ce qui est usage, consommation, orientation vers des ateliers collectifs, vers les dispositifs d'aide sociale s'il y a nécessité. Et ça, c'est vrai que c'est important de le mettre en place. On a testé aussi ce qu'on appelle une note d'état de la précarité énergétique, justement pour pouvoir évaluer un petit peu l'avant et l'après, et qui prend en compte notamment aussi les usages, la consommation, le ressenti dans le logement, les petits équipements, parce qu'on a notamment dans les petits équipements des rideaux thermiques qui peuvent quand même déjà améliorer aussi le confort du locataire, éviter qu'il monte le chauffage parce qu'on a un ressenti un peu moins important au niveau du froid. Voilà pour l'aspect locataire. Et alors, toujours dans le cadre de cette étude, on a donc des points positifs et négatifs qui ont été mis en avant, à savoir l'accompagnement des ménages, le pouvoir de persuasion des bailleurs, la sensibilisation aux éco-gestes, la rapidité d'intervention. Dans les points plutôt négatifs, c'est le manque d'outils coercitifs, effectivement, quand le bailleur ne souhaite pas, les délais importants avant les financements. Pour le bailleur, les points positifs, c'est plus l'accompagnement dans la démarche, les conseils techniques, l'opportunité forcément des aides financières. Et dans les points négatifs, les délais importants avant les demandes d'aide financière. Et alors là, ils mettent devis unique, ce qui n'est pas réel. Dans notre méthodologie, on n'est pas sur cette démarche-là. Mais en fait, au départ, on essayait aussi d'encourager les bailleurs à faire des devis. On se rendait compte qu'ils ne le faisaient pas toujours. Donc, on leur proposait de prendre contact avec des entreprises pour aussi avoir une idée chiffrée, en leur disant bien, prenez aussi vous contact avec les entreprises de l'autre côté pour avoir des devis comparatifs. Et finalement, on se rendait compte qu'ils ne faisaient pas forcément, ce qui a abouti à des devis uniques et des projets de travaux qui ont été réalisés avec un seul devis. Mais dans la démarche, on les incite forcément à aller chercher d'autres devis à comparer et à essayer de rechercher le meilleur tarif. Alors, je vois que je suis au niveau du temps pas très bien, je m'en excuse d'avance. Sur l'aspect profit du bailleur et levier travaux. Donc, on a essayé de classer un petit peu qu'est-ce qui peut faire levier au niveau des travaux en fonction du profil du bailleur. Alors, globalement, on a les bailleurs volontaires, les bailleurs négligents et vraiment les marchands de sommeil.
Pour les bailleurs volontaires, ce qui est vraiment un levier pour eux, c'est l'état des lieux du logement, le conseil technique, s'ils ont une capacité financière, l'implication du locataire, notamment avec les chantiers d'autoréhabilitation, les subventions aux travaux. Pour les bailleurs négligents, ce qui va quand même être un appui, c'est la procédure en parallèle avec le service d'hygiène, éventuellement la menace, voire la suspension de la location au logement. Et puis le fait de leur prémâcher un peu le travail et de leur fournir un projet clé en main qui leur permette de répondre à la fois à la décence et en même temps d'améliorer le logement. Pour les marchands de sommeil, c'est plus compliqué. La procédure d'hygiène, elle joue un rôle important, pardon. La pression qu'on va faire avec l'inspecteur, mais c'est pas toujours suffisant. La suspension de la paix, elle n'est pas toujours suffisante. Et parfois, les procédures juridiques qui sont engagées par les locataires peuvent aussi faire levier, mais c'est pas la majorité des cas. Au niveau des freins, ce qu'on a pu constater cette année, c'est des situations de bailleurs qui sont surendettés ou alors qui ont un projet de vente du logement, donc qui ne sont pas du tout dans une logique de j'améliore mon logement. La phase de demande de devis qui est très chronophage et qui nécessite beaucoup de remobiliser les bailleurs. On est en train de travailler à l'interne sur un groupe de travail qui serait dans l'optique d'un partenariat avec des entreprises ou en tout cas d'essayer de favoriser des relations un peu privilégiées avec les entreprises pour aller plus vite dans cette étape. Mais voilà, on est vraiment à l'état de projet là-dessus. Certaines entreprises ne sont pas du tout intéressées par l'aspect petits travaux, isoler un caisson de volée, poser une VMC, poser un ou deux radiateurs, et plus par des gros chantiers. Du coup, on a aussi du mal à avoir des devis. Et cette année, on a eu aussi pas mal de locataires qui étaient en fait dans une démarche où ils souhaitaient utiliser la médiation dans le cadre d'une procédure juridique à l'encontre de leur bailleur. Et ça, c'est un peu gênant parce que du coup, on n'est pas dans ce cadre-là, on est bien sur une médiation et pas comme un outil dans une procédure juridique. Alors, pour les cas concrets, je vais essayer d'être rapide parce que je suis déjà à 30 minutes et je m'en excuse. Donc le premier cas, c'est celui d'une étudiante. Donc on voit ici la photo de son logement, étudiante avec des ressources en dessous d'un 6 RSA, un taux d'effort loyer important à 44%. Elle était déjà dans le logement depuis un moment. C'est le service d'hygiène qui m'avait orienté le dossier, qui avait déjà fait un travail préparatoire avec le bailleur qui nous a bien aidés, et donc une note d'état de la précarité énergétique assez élevée. Les problématiques de ce logement, c'était de l'humidité, des convecteurs électriques vétustes et énergivores qui ne permettaient pas de chauffer correctement le logement. Du coup, la locataire, elle utilisait des convecteurs gaz, ce qui amenait plus d'humidité, qui contrariait aussi forcément le bailleur. Et dans la chambre, deux murs qui étaient très sujets à de la condensation, en fait, parce que défaut d'isolation sur ces deux murs. Je pense que je l'ai remis là-dessus, je vous ai un petit peu tout dit. Ouais. Condensation, développement de moisissures, c'est très classique hein, comme situation. Et la locataire souhaitait rester dans le logement, malgré le froid et l'humidité, parce que le logement était spacieux, lumineux, donc on avait une matière à travailler. Par contre, un conflit avec la locataire et le bailleur, surtout lié au fait que le bailleur ne souhaitait pas faire de travaux et avait l'impression que vraiment la locataire se plaignait, entre guillemets, d'aise et exagérait par rapport à l'état du logement. Au niveau du projet travaux, les préconisations techniques, ça a été l'installation d'une VMC hydro-réglable de type A pour la cuisine et la salle de bain, avec un moteur silencieux parce que petit logement, donc ça a quand même une importance, sinon les locataires l'éteignent. Le remplacement des 3 convecteurs par des radiateurs à inertie plus performants. L'amélioration de l'isolation sur les 2 murs de la chambre, isolation par l'intérieur pour éviter justement la condensation, et l'orientation vers la ville sur un conflit qui était au niveau des charges locatives. Le coût du projet travaux au global était de 4 663,26 euros. Le bailleur a bénéficié d'une prime ville de 2 000 euros, pardon, et le reste du coup était à la charge du bailleur. La durée d'accompagnement est d'environ 9 mois pour le diagnostic, la négociation bailleur, la réalisation des devis, la validation des devis, la demande de prime ville, la réalisation des travaux. Donc voilà, cette première situation, je vais très vite, mais on en échangera après si vous souhaitez. Le deuxième cas concret, donc c'est un retour d'expérience sur, là pour le coup, une maison. La locataire, une famille
monoparentale, donc une maman avec 4 enfants, ressources en dessous d'un 6 RSA et un taux d'effort loyer à 11%. Là, c'était le travailleur social référent de la famille qui me l'avait orienté. On est sur un logement de type 4, donc elle occupait uniquement le bas de cet immeuble. Et par contre, l'immeuble appartenait au même propriétaire. Et le propriétaire avait vécu dans le logement, ce qui est important parce que du coup, il était assez attaché à son bâtiment, et ce qui m'a, moi, pas mal aidé dans la négociation. Donc la problématique de départ, c'est des consommations énergétiques très importantes, avec un impayé dû à une facture de régulation de 3 000 euros. Un locataire une locataire qui était en forte demande au niveau des conseils et de l'information sur les éco-gestes, du mal à utiliser sa chaudière, à régler son thermostat et inquiète forcément suite à ces grosses factures. On avait au niveau technique une énergie mixte pour le chauffage, c'est-à-dire le rez-de-chaussée chauffé par une chaudière gaz avec un thermostat qui dysfonctionnait, qui en plus était positionné derrière le frigo, et 3 convecteurs électriques pour les étages, et un cumulus électrique également. Au niveau des problématiques du logement, pas mal d'humidité stagnante dans la cuisine et la salle de bain parce qu'aussi un défaut de ventilation. Des relations de bailleurs, je dirais fragilisées et pas forcément vraiment rompues parce que madame, toute seule avec ses 4 enfants, avait beaucoup de mal dans l'entretien locatif. Et ça a notamment posé un problème au niveau de la salle de bain parce que elle n'avait pas refait les joints de douche tout simplement et du coup ça a amené des infiltrations et le bailleur était quand même forcément très contrarié par ça. Donc sur cet aspect-là, sur la salle de bain, on lui a proposé un chantier d'auto-réhabilitation parce que c'était de la dégradation locative pour que madame remette en état avec le technicien de notre association, de façon aussi à préparer derrière, moi, la médiation avec le bailleur et l'amélioration énergétique. Donc, ce qui a posé un peu problème au départ, c'est que le bailleur souhaitait vendre le logement. Finalement, en négociant avec lui, il est resté sur l'idée de rester quand même propriétaire du logement et de continuer à l'entretenir. Donc les préconisations techniques, je vous l'ai dit, il y a un chantier ARA qui s'est fait là pour la salle de bain. Donc là, vous voyez l'avant, l'après. Des conseils éco-gestes, tout un accompagnement sur le suivi des consommations, orientation vers les ateliers collectifs. L'avantage, c'est qu'au niveau social, elle était déjà accompagnée, donc on a pu poursuivre les plans d'appurement, les aides financières qui avaient été demandées. Au niveau technique, suppression des 3 radiateurs électriques à l'étage vétuste et on a étendu en fait le réseau de chauffage gaz à l'étage. Ensuite, il y a un thermostat d'ambiance qui a été installé, un thermostat sans fil. Et également, on a proposé d'installer un système de ventilation, une VNC réglable, cuisine-salle de bain. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et donc, le coût du projet de travaux, 2 829 euros. Pour les radiateurs, le bailleur a bénéficié d'une aide financière à 50%. Du département. Pour le projet ARA, on a une participation de la locataire de 40 euros, une participation du bailleur de 100 euros et un financement propre à la rate de 100 euros. Et sur la partie reprise de ventilation, on a une attente encore de financement pour cet aspect-là, qui devrait se finaliser d'ailleurs ce mois-ci. Donc là, par contre, une durée d'accompagnement plus longue, surtout due à autant d'instructions des aides du département. Et puis, il y avait quand même plus de travaux aussi sur ce projet-là. Voilà. Et donc, pour les perspectives 2018, donc là, comme je vous le disais, l'expérimentation a duré 2 ans. Elle se termine au 31 décembre. Et en fait, cette méthodologie d'intervention de médiation locataire-bailleur a été reprise par la métropole européenne de Lille dans le cadre des nouveaux projets, les marchés des programmes d'intérêt généraux de lutte contre l'habitat indigne et l'amélioration durable du logement, donc des marchés qui vont s'étendre de 2018 à 2022, ce qui veut dire que nous, on intervenait sur Lille. Là, tous les autres territoires de la métropole européenne de Lille vont pouvoir bénéficier de ce dispositif avec des opérateurs sur chaque territoire. Nous, on reste opérateur sur Lille et sur Roubaix. Le dispositif Nord Énergie Solidarité est reconduit aussi avec des nouvelles mesures. Et la prime ville est reconduite également. Et on a des aides financières aux petits travaux qui risquent d'être négociées par la métropole européenne de Lille. On est actuellement dans cette phase-là. Voilà, je suis désolée, j'ai été un peu longue sur la première partie, mais voilà, on a encore un peu de temps quand même pour les questions. Merci beaucoup Mélanie, c'était très clair.
Alors, je vais essayer juste de mettre ma caméra, ça sera plus agréable pour tout le monde. Voilà, donc bonjour à tous, je suis Claire Bali de Solibri, donc co-animatrice avec Élise du rappel. Alors, il y a beaucoup de questions, je pense que le sujet intéresse beaucoup de membres, hein. Ça fait plusieurs années il y a pas mal de membres qui s'interrogent sur ces questions, puisque comme tu le disais Mélanie, on est majoritairement par rapport aux ménages en précarité énergétique sur des ménages qui sont locataires, donc ces questions de médiation elles sont assez centrales. La première question, justement, ça concernait les statistiques que tu présentais au tout début sur le nombre de ménages en précarité énergétique sur le territoire. Comment est-ce que vous avez fait les statistiques? Sur quels critères? Est-ce que vous avez un logiciel? Enfin, ces questions-là, elles sont toujours un peu. On se Là, pose je toujours la pourrais question pas vous comment aider on là-dessus, mais je quantifie pourrais le apporter la ménage réponse sur plus tard, Internet. parce que c'est la ville de Lille qui avait fait l'étude au niveau des chiffres. Et je sais plus effectivement sur quels critères ils se sont basés, si c'était sur les ressources, sur l'état des logements, parce qu'on a pas mal de choses qui rentrent dans la définition de la précarité énergétique. Donc ça, voilà, clairement, je ne peux pas vous donner la réponse, mais je vous l'apporterai peut-être dans les commentaires ultérieurement via la ville de Lille. Comment ce chiffre des 26 a été mené. D'accord. Ok, merci. Alors après, sur la partie justement mobilisation des acteurs en amont pour justement repérer les ménages en précarité énergétique, il y avait plusieurs questions autour de ça, notamment comment vous informez les ménages sur le dispositif, quelles actions de communication grand public vous menez, tu en as un peu parlé, hein, et du coup l'impact de ces différents outils, c'est-à-dire en gros entre toutes les actions que vous menez, combien il y a de dossiers qui vous sont envoyés par les donneurs d'alerte, et est-ce qu'il y a des donneurs d'alerte qui pour vous sont plus réactifs et plus mobilisés, sur lesquels vous arrivez mieux à repérer des ménages? On se fait plusieurs questions en une. Mais... Les actions qu'on a menées, pour la première année, c'était vraiment surtout une sensibilisation sur les réseaux d'acteurs, donc les travailleurs sociaux, le service d'hygiène, avec des réunions grand public destinées vraiment aux acteurs de terrain. Et puis, on a répété pas mal, on est allé dans des réunions stratégiques pour présenter le projet. On a essayé de rencontrer les structures au maximum pour leur expliquer. Et donc la deuxième année, pour l'action vraiment à destination des ménages, ça a été un affichage dans les mairies de quartier, dans les différentes structures qui accueillent du public de cette affiche-là. Il y a eu aussi des articles avec la présentation de projets, travaux qui ont été publiés dans le magazine de la ville de Lille, sur le site aussi, me semble, internet. Et on a globalement, pour 2017, sur l'action communication grand public, une dizaine de ménages qui nous ont été orientés par ce biais-là. Après, sur les autres sources d'orientation, le plus gros, c'est le service communal d'hygiène et de salubrité, qui reste notre principale source d'orientation et avec qui on a vraiment réussi à créer un partenariat et une façon de travailler ensemble. Les travailleurs sociaux, c'est vrai qu'on aimerait que ça puisse, on ait plus d'orientation de leur part, parce qu'ils sont vraiment en contact avec le public. Ça a été très timide la première année, ça commence à être un peu plus important sur la deuxième année. Et les associations, les opérateurs logements sont quand même assez source de repérage. Et je vous avoue que sur la première année, nous-mêmes, mes collègues travailleuses sociales ont été aussi beaucoup à l'origine des orientations. Voilà, c'était forcément plus simple puisque c'est nous qui portons à l'interne. Voilà, je sais pas si c'est... Ok. Alors, oui, très bien, merci. Alors maintenant sur l'aspect plutôt justement la médiation proprement dite. Alors d'une part, est-ce que tu peux rappeler la première prise de contact avec le bailleur, à quel moment elle a lieu? Moi j'avais entendu que tu parlais d'un courrier du service d'hygiène, et du coup on se demandait si ça bloquait pas le bailleur. Et pourquoi est-ce que c'est pas vous qui prenez un contact directement? Notre principale source d'orientation, c'est le service d'hygiène.
il y a une procédure d'indécence en parallèle. Du coup, il y a une demande souvent qui vient du locataire qui a été faite, donc forcément cette procédure elle est engagée, elle doit aller au bout. Donc il y a forcément un courrier qui parvient au propriétaire de la part du service d'hygiène, qui est effectivement très administratif, rappel à la loi, qui passe mal. Mais voilà, la porte d'entrée étant le service d'hygiène, dans ces cas-là, on est obligé de s'accorder. Et finalement, c'est quand même au départ, moi j'avais un peu peur de ça parce que du coup on est dans le coercitif tout de suite, c'est un peu violent, mais en même temps on se rend compte que ça aide quand même parce que le bailleur il peut pas faire l'autruche. Alors il y en a quand même qui le font malheureusement, mais globalement ils sont quand même assez refroidis par le courrier du service d'hygiène et c'est le bon moment de leur dire vous allez devoir faire des travaux, autant les faire bien, autant faire plus et peut-être avec des aides financières. Donc là tout est dans la relation avec l'inspecteur et aussi par rapport au timing. Voilà, on se rend compte qu'il y a du temps, il y a une temps de digestion de ce courrier, qui se rendent compte des problématiques. Si possible, on se rend compte sur place et on arrive à travailler. Après, c'est sûr qu'on préférerait, c'est pour ça que je disais dans les sources d'orientation, on préférerait que les orientations viennent davantage des travailleurs sociaux pour qu'on soit dans vraiment une vraie médiation sans l'aspect coercitif. Mais parfois, ça nous arrive aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire c'est le travailleur social qui oriente, on fait une médiation qui aboutit pas et finalement on est obligé de renvoyer vers le service d'hygiène pour lancer une démarche coercitive parce qu'on n'a pas la médiation n'a pas abouti et on veut pas laisser sans suite. Voilà. D'accord, ok. Alors, tu as pas mal détaillé les freins et les leviers en termes d'argumentaire pour les bailleurs et les arguments que vous utilisiez pour les convaincre. Est-ce que au niveau sur la question de la santé et des risques sanitaires liés au logement, est-ce que c'est un argument que vous utilisez, qui te semble pertinent pour un passage à l'acte travaux? On ne l'utilise pas forcément. Alors pourquoi? Parce que c'est pas forcément entendu par le bailleur et puis c'est difficilement mesurable aussi. Il y a parfois des locataires qui font des certificats de leur médecin quand il y a des problèmes d'asthme respiratoire, ce qui est quand même principalement ce qu'on entend. Mais en tout cas, non, c'est pas vraiment un argument que je mets en avant. Alors, je le mettais peut-être au début, mais en tout cas, je l'ai stoppé parce que je me rendais compte que ça marchait pas et que c'est effectivement difficilement mesurable. Ce qui marche bien, c'est quand même de montrer l'état du logement et de piquer un peu le bailleur dans le côté, comment dire ça, vexé en fait, vexé de dire mais non, moi je suis pas un mauvais bailleur, je loue un logement correct. Et du coup, c'est plus ça qui fonctionne. Je pense que l'aspect santé, voilà, en tout cas, c'est vrai que je ne le mets pas en avant. On avait essayé de travailler avec les conseillères en environnement intérieur là-dessus. Et les locataires, en fait, n'étaient pas forcément OK pour recevoir la visite d'une conseillère, donc on l'a pas poursuivi. Voilà. D'accord, ok, très bien. Alors après sur la présentation des travaux proprement dite, il y a une question quelqu'un qui demandait si vous présentez le montage financier en même temps ou est-ce que c'est dans un second temps que vous faites ça en termes de chronologie? De la situation, préconisation technique, effectivement, quand on contacte le bailleur, on a un projet de travaux qui est validé, entre guillemets. Nous, on a des thermiciens à l'interne, donc j'échange aussi pas mal avec eux sur les préconisations pour être sûr que c'est le plus adapté. Et en parallèle, les aides financières dont ils vont pouvoir bénéficier. Donc au moment du premier contact, très vite, la question financière, elle intervient et ils savent les travaux que je leur propose de mettre en place et combien à peu près d'aides financières ils pourraient avoir s'ils vont jusqu'à cette performance-là. Les aides financières ne sont pas calculées sur un gain minimum de performance énergétique, mais plutôt sur une évaluation, une appréciation d'un effort réel du bailleur sur l'aspect énergétique et pas juste de la décence ou juste de la remise en état. Donc il a très très vite, on leur propose. Et ce que je fais aussi souvent, parce je parlais du temps, il y a vraiment une phase de digestion pour le bailleur de ces informations. Maintenant, je fais souvent, à l'issue du premier échange, je fais un relevé d'échange mail avec les constats, les préconisations techniques, les travaux. S'il y a des déclarations d'urbanisme à faire, je leur mets aussi.
Comme ça, ils ont un mail, alors qui est un peu long, mais qui est assez complet sur ce qu'on s'est dit au téléphone. Et aussi, moi, ça me permet de me couvrir, entre guillemets aussi, parce que il y a eu parfois des choses, c'est dire, ah bah vous m'aviez pas dit qu'il fallait que je fasse une déclaration à l'urbanisme, ou vous m'aviez pas dit que. Donc là, enfin, le relevé d'échange, il est très détaillé, de façon à lui permettre de digérer, d'avoir les éléments. Et je reviens vers eux, je dirais une dizaine de jours après ce mail, si j'ai pas de leurs nouvelles, au maximum. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et pour finir là-dessus, sur cet aspect médiation, est-ce que vous détaillez aussi au bailleur éventuellement l'implication du locataire, c'est-à-dire ce que lui va faire aussi comme effort en termes d'entretien du logement, de modification de pratiques pour aussi. Est-ce que c'est aussi un argument que vous mettez en avant pour montrer au bailleur qu'il y a aussi un effort du locataire? C'est-à-dire que le bailleur peut nous dire, moi je lance pas de devis, de toute façon je ferai pas de travaux tant qu'il n'y aura pas une reprise de paiement du loyer, tant qu'il n'y aura pas un effort au niveau de l'entretien. Et donc on se fixe aussi des échéances, nous, pour pouvoir retravailler avec les locataires et pour pouvoir vraiment montrer qu'il est prêt à faire des efforts. Et là aussi, l'auto-réhabilitation accompagnée est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour montrer l'implication du locataire, pour qu'il mette la main à la pâte là-dessus. Et ça peut être vraiment un préalable, et on a parfois des dossiers qui durent là-dessus, sur cette étape de... Okay. D'accord, très bien. Ok. En termes de partenariat, alors est-ce que vous êtes en partenariat avec un ou plusieurs opérateurs travaux pour border la phase devis et travaux? Tu disais aussi que vous aviez des thermiciens en interne. En fait, il y a plusieurs questions autour de ça sur qui c'est qui réalise les diagnostics socio-techniques, c'est quoi les profils, jusqu'où vous allez dans les préconisations. Est-ce que vous estimez aussi le coût des travaux, les gains énergétiques? Peut-être que ce qui n'était pas très clair pour tout le monde, c'est qui fait quoi, quelles compétences vous avez au sein de votre structure et quels sont les partenariats que vous utilisez à l'échelle du territoire. Moi, j'ai suivi le projet depuis le départ. J'ai un profil de conseillère en économie sociale et familiale à la base. Je ne suis pas thermicienne. Par contre, on a effectivement à l'interne un service de réhabilitation, du coup, dans le cadre des subventions ANA notamment, donc une équipe de chargés d'opération et de thermiciens. Et quand on a besoin de faire un DPE, alors par exemple pour les financements du département, il faut qu'on ait un DPE qui soit fait. C'est pas moi qui le fais à ce moment-là. Je sollicite les thermiciens de l'association qui viennent faire le DPE avant-après pour programmer les travaux. Par rapport à la prime de la ville de Lille, il n'y a pas de gain énergétique minimum exigé. Donc là, il n'y a pas de DPE qui est fait, mais il y a une étude aussi précise de moi et également des thermiciens que je sollicite lorsque c'est nécessaire sur les projets travaux. Et après, tout le reste, c'est le médiateur qui suit le dossier. Le bailleur n'a qu'un interlocuteur. D'accord. Et le locataire également un seul interlocuteur. D'accord, donc vous avez en interne dans votre structure des opérateurs travaux en fait qui gèrent à la fois les DPE et tout ce qui concerne l'ingénierie financière pour faire pour moi en tant que médiatrice, plus que réellement ils suivent pas les travaux. Ils interviennent juste pour les devis et pour échanger avec moi sur les projets, sur la base des photos, sur un avis, mais ils n'accompagnent pas ces dossiers-là. Eux sont vraiment sur un autre service qui est la rénovation avec les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs. Donc on a, nous, par contre, à l'interne, un service d'autoréhabilitation et un technicien, et c'est lui qui fait les devis dans le cadre de l'ARA. Donc ça, oui. Et qui va budgéter. On n'a pas d'agrément ANA, c'est-à-dire. D'accord, mais vous n'avez pas d'agrément ANA. Comme Solia, quoi. Est-ce que vous faites quelque part le même travail que Solia en termes d'accompagnement? Il y avait un autre opérateur sur l'île qui est urbaniste qui accompagnait les dossiers dans le cadre de l'ANA. Nous, on était opérateur sur une autre ville, donc l'équipe dont je parle avec les thermiciens, on est sur une autre ville où l'expérimentation n'était pas menée. Donc moi, je pouvais m'appuyer sur cette équipe-là. Mais si par exemple un bailleur, à l'issue de la médiation, souhaitait engager des travaux avec l'ANA,
Moi, je préparais le travail et je devais les orienter vers cet opérateur qui est urbaniste, qui accompagnait dans l'ingénierie avec des travaux ANA, etc. Après, pour être très réaliste, on a eu, je crois, sur les 2 ans, 3 ou 4 dossiers qui ont été orientés réellement vers des travaux dans le cadre de l'ANA, parce que pour un bailleur, c'est assez compliqué quand même, c'est contraignant dans le cadre de l'ANA, donc voilà, ça se va. Par contre, en 2018, là, nous, on sera également opérateur ANA, puisque dans le cadre des nouveaux marchés, on aura cette possibilité à l'interne de faire toute la démarche. La médiation, elle est vraiment intégrée aujourd'hui au niveau de la métropole européenne de Lille comme un axe des programmes d'intérêt généraux. Donc on est opérateur sur ce territoire-là pour tout, et les autres territoires auront d'autres opérateurs qui feront la même chose. C'était assez clair. D'accord, ok, c'est très clair. Ouais, très bien. Justement, sur l'aspect perspective, on va dire, on se questionnait sur le financement de votre action et notamment sur sa pérennisation. Tu parlais de 3 jours d'accompagnement pour en gros par dossier. Du coup, ça fait un budget qui est quand même important. Il y a Muriel Fusil de Lyon qui faisait un petit calcul en disant que pour 100 ménages, si tu pars sur 2,5 jours d'accompagnement pour 100 ménages, alors on sait pas votre coût journée, mais elle le multipliait par 600 euros le jour et elle tombait à 150 000 euros par an pour 100 ménages. Comment vous êtes financé, comment vous arrivez à envisager une reconduction de l'action et sa pérennité dans le temps, et comment vous arrivez à convaincre les financeurs d'un coût important de cette action. Sur les projets travaux, on va pas, sur toutes les situations orientées, on va pas forcément vers les travaux. Donc le temps passé, il est vraiment important à l'étape médiation, à l'étape négociation des devis. Et aujourd'hui, on va peut-être aussi un peu plus vite avec l'expérience qu'on a acquise. Sur la métropole européenne de Lille a souscrit également un SLIM, donc qui permettra de financer la partie aussi repérage et orientation. Et après, comme ça rentre dans les marchés, c'est aussi, ça sera financé par la métropole européenne de Lille, et on espère après aussi pouvoir sortir davantage de projets travaux dans le cadre de l'ANA avec les bailleurs. Donc sur l'expérimentation, c'était un peu différent parce qu'il y avait des financements complémentaires en plus du SLIM du département du Nord, de la Fondation Abbé Pierre et de la ville de Lille, parce qu'il y avait un enjeu et qu'on a effectivement été soutenu financièrement par ces trois acteurs. Là, il y a une volonté au niveau de la métropole européenne, et donc c'est en phase de définition là encore, mais ça va être repris par la métropole européenne de Lille comme un axe faisant partie vraiment intégrante des programmes d'intérêt généraux. Et après, au niveau des objectifs, pour vous dire un peu, dans les programmes, en tout cas sur l'île, je crois que c'est une centaine de dossiers travaux pour les 5 ans. Donc, finalement, on sera à peu près sur ce qu'on a fait. Et il y aura aussi des objectifs qu'on n'a pas encore sur la partie diagnostic et accompagnement des ménages, sans forcément travaux. Voilà. Ok, très bien. Et après, il y avait quelques questions sur l'étude de cas que tu as présentée, notamment le projet numéro 1. Alors, tu as déjà apporté des réponses, c'est-à-dire qu'il y avait une première question qui était est-ce que vous vous projetez dans un gain énergétique de 25% pour pouvoir bénéficier des aides de l'ANA, mais donc tu disais que vous mobilisez peu, enfin que les bailleurs mobilisent peu les aides de l'ANA. Pareil en ce qui concerne le conventionnement de loyer, justement pour bénéficier de ces aides. Voilà, il y avait des questions là-dessus, mais peut-être que tu as déjà répondu le fait que vous n'êtes pas dans les exemples, on est vraiment sur des petits travaux où le gain est pas au-dessus de 25%. Donc il n'y a pas ces exigences-là, il n'y a pas de conventionnement dans ce cadre-là. Forcément, on incite, si c'est possible et qu'on sent que le bailleur peut aller là-dessus, on le fait, mais c'est encore assez à la marge, parce que le discours, c'est moi je veux pas m'embêter, je veux pas être contraint, je veux pouvoir gérer mon patrimoine sans qu'on vienne
mettre le nez dans mes affaires, entre guillemets. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que là, c'est aussi en négociation, au niveau de la prime de la ville de Lille, donc qui était aujourd'hui de 50% maximum du devis dans la limite de 2 000 euros, il n'y avait pas de contrainte de montant, de gain énergétique, ni de contraintes autres. Là, c'était une prime expérimentale. Ils vont essayer de la démocratiser un peu plus. Donc, il y aura peut-être des contraintes et peut-être celle aussi du montant du loyer. Parce qu'on est quand même sur une zone tendue avec des montants de loyer. Je crois qu'on est à 13 euros à peu près du mètre carré. Du coup, il y a aussi cette volonté peut-être de dire il n'y aura pas de conventionnement, mais par contre, on ne financera pas de bailleurs qui proposent des montants de loyer trop importants. Ça ne s'est pas présenté vraiment dans les situations qu'on a eu à traiter, mais en tout cas, on a un outil sur Internet qui nous permet de faire le calcul, puisque comme à Paris, on a été soumis à l'encadrement des loyers. Mais globalement, ils respectent l'encadrement des loyers, mais on se dit que s'ils ne respectent pas, on pourrait ne pas financer. Ça pourrait être une des contraintes de la future prime. Non, par contre, ça, c'est un engagement. Et du coup, tu n'as pas constaté, toi, d'augmentation de loyer après travaux. Et c'est aussi un engagement moral qui est demandé dans le cadre de la prime ville, qu'il n'y ait pas d'augmentation de loyer à l'issue des travaux. Même s'il y a des travaux importants et une amélioration du logement en dehors des augmentations légales chaque année. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, justement, après travaux en termes d'évaluation, et c'est la dernière question qui était posée, est-ce que vous avez les moyens de mesurer si les travaux réalisés ont permis d'améliorer la situation du locataire, notamment en termes de sortie de la précarité énergétique? Donc la réception de chantier, moi je propose aux locataires de continuer à les accompagner, donc ils me sollicitent s'ils le souhaitent pour le suivi des consommations énergétiques. Après, je ne les relance pas tous, s'ils me sollicitent, j'y vais. Et ce que je peux constater, c'est qu'il y a dans tous les cas une amélioration sur le ressenti et sur le confort. Et pour certains qui me disent dès l'entretien de conseil qu'ils commencent à avoir une diminution sur la facture. Même sans ça c'est une impression générale, mais c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de les suivre après. C'est pas techniquement gérable pour nous de les suivre 6 mois par exemple après avec suivi des factures. On a un travail trop important pour l'instant. Ok, très bien. On arrive à l'échec. Je vais vous laisser la parole à Élise pour conclure cet échange. Merci beaucoup à toutes les deux pour le timing respecté et pour avoir balayé l'ensemble des questions parce qu'il y en avait quand même pas mal. Donc merci pour cette présentation très riche et très complète. Moi, je voulais en conclusion vous présenter la formation qui est proposée par l'ADIL 56, dont je vous ai rapidement parlé au début. Donc, elle aura lieu en 2 modules de 2 jours, donc fin janvier et courant mars. Alors, théoriquement, les inscriptions sont terminées depuis hier, mais étant donné qu'elle s'appelle Conduire des médiations locataires-bailleurs avec l'approche de la communication bienveillante, j'ai souhaité quand même vous en informer. Je pense que vous pourrez contacter Bénédicte Garçon de la DIL 56, qui est là d'ailleurs, qui saura nous dire si c'est complet ou pas. Donc ça se passe à Vannes, dans le Morbihan, et en association avec une formatrice indépendante qui s'appelle Marie-Pierre Roignan. L'objectif de la formation étant présenter le cadre et le processus de médiation par la communication bienveillante, identifier les compétences sur lesquelles s'appuie le médiateur, présenter les étapes d'une médiation et repérer les points de vigilance dans les dispositifs protocoles de médiation envisagés. Donc voilà, j'oriente vers la DIL 56 pour plus d'informations. Et pour un peu l'anecdote, on va dire, je vous invite aussi à écouter l'émission Interception qu'on vient de mettre sur la médiathèque du Rappel,
dans laquelle il y a un reportage dans lequel on a l'intervention du glyphosate en négociation avec un propriétaire bailleur privé. Et je pense qu'on est un peu dans le thème également. Voilà, j'espère qu'on a globalement répondu à toutes les questions. Et sinon, Mélanie, si tu me le permets, je propose que si certaines personnes ont des questions vraiment spécifiques, qu'elles n'auraient pas eu la réponse, de te contacter éventuellement au Graal, à Lille. Et puis encore, je vous invite éventuellement à revoir le compte-rendu des échanges qu'on avait eus à la journée rappel qui sont en ligne sur le site internet précarité-énergie.org. Merci. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonne journée à tous, au revoir.